Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bienvenue, Fabien Gorjard, ici au Cinéma de Joigny. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. La vraie famille, donc, au cinéma depuis le 16 février dernier. C'est votre second long métrage, après Diane à les épaules en 2017. Une série de courts-métrages aussi. Vous avez même obtenu un prix à Clermont en 2013 pour Le sens de l'orientation. Vous êtes par ailleurs aussi metteur en scène pour le théâtre, avec une pièce qui s'appelle Stallone, qui, je crois, tourne en France à partir de 2022. Merci de nous accorder un petit peu de temps ici au Cinéma de Joigny. Et comme nous sommes dans une salle de cinéma, je voulais simplement savoir, tout simplement, peut-être quelle était la dernière chose que vous aviez vue au cinéma, peut-être la dernière chose qui vous a marqué au cinéma. Ça peut être un coup de cœur ou ça peut être quelque chose de complètement abominable. On est, on est là pour vous connaître. Eh ben, la dernière chose que j'ai vue au cinéma, c'est mon film. Ah, effectivement. C'est mon film que je suis allé voir, puisqu'il est sorti le 16 février. Je m'étais promis d'aller le voir, prendre mon ticket, de rentrer dans une salle, de m'y mettre et de le regarder comme n'importe quel spectateur, ce qui est toujours une impression à la fois étrange et en même temps très émouvante, parce qu'à la fin, on fait ça pour ça, en fait. On fait ça pour que le film, voilà, il ait une vie presque à part de vous et que des gens le découvrent. Et j'entendais une dame derrière moi qui n'arrêtait pas de faire des commentaires, qui était prise dans le film, qui faisait des oh, des ah, voilà, je l'ai même entendu peut-être un peu sangloter, etc. Donc c'était assez émouvant à vivre, parce qu'on porte un projet pendant des années, et puis la finitude, c'est celle-là quand même. C'est celle-là, contrario d'une pièce de théâtre où là, le film, la pièce vit vraiment quand on y est avec le public. Voilà, alors que là, le film, moi, il m'échappe totalement. Enfin, d'ailleurs, maintenant, il échappe. Alors qu'au théâtre, on a l'impression qu'on peut le lendemain revenir sur des choses qui ne sont pas allées, on peut réajuster, etc., etc. Donc c'est ce rapport-là que j'ai découvert avec cette première mise en scène Stallone. Et puis, et donc, quand je constate que le cinéma est loin à un endroit, qui est celui-là, c'est qu'une fois que c'est fait, on ne peut plus y revenir, quoi. Et d'autant que parfois la durée peut être très longue entre la fin de la post-production et la sortie du film. Il s'est écoulé beaucoup de temps d'ailleurs pour La vraie famille, entre la fin du projet, en plus avec tout ce qu'on a vécu récemment. Oui, il s'est écoulé un peu de temps, c'est-à-dire c'est vraiment la fin de post-production, c'était au mois de juillet. Et voilà, il est sorti le 16 février, donc il y a eu pas mal de mois, mais après, je ne l'ai pas vécu comme un temps si long que ça, parce que j'ai quand même beaucoup accompagné le film depuis qu'il a été montré à sa première au Festival d'Angoulême au mois d'août. Et il y a eu plus de, je sais pas, peut-être que là, ce soir ici à Joigny, ça sera la 68e, 69e avant-première rencontre avec le public. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu tout ce temps-là, pas en attente en tout cas. Très bien. Donc La vraie famille, effectivement, donc, que vous pouvez voir en salle en ce moment, que nous pouvons voir en salle en ce moment. Alors, allez vite le voir, parce qu'on sait un petit peu comment ça se passe. Une fois que les films sont sortis, on en sait quelque chose, les films restent parfois pas longtemps en salle. L'histoire de ce film, elle est inspirée de votre histoire personnelle. Comment on trouve la distance nécessaire pour finalement mettre en fiction sa propre histoire? Bah déjà, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'entre mon envie de raconter cette histoire, elle date de... J'avais 20 ans, c'est même le premier scénario que j'ai essayé d'écrire avait à voir avec cette histoire-là, et puis je l'ai abandonné, puis j'y suis revenu peut-être 10 ans plus tard, et j'ai réabandonné. Et après avoir fait Diane à les épaules, donc mon premier long métrage, qui d'une certaine manière raconte de façon très détournée cette histoire-là, puisque Diane, c'est l'histoire d'une femme qui porte un enfant pour d'autres. Bah, ça nous a donné envie avec ma productrice de mettre le nez plus franchement, une fois de plus, sur cette histoire-là. Donc, pour en parler très vite, oui, on a été famille d'accueil, c'est le schéma de base du film. Moi, je serais plutôt... ma place dans cette histoire, c'était celle de l'aîné. Euh, et puis, il y a eu ce petit garçon qui arrivait à 18 mois, qui est reparti à 6 ans. Ça a été la seule et unique fois dans notre famille. On a été famille d'accueil d'un accueil, j'ai envie de dire. Et puis... voilà, donc étant hanté par cette histoire, ayant le sentiment que les thèmes que ça traversait, que ça véhiculait, j'en étais très sensible et ça me donnait des envies de personnages, des envies de construire des émotions, etc., etc. L'idée a été aussi de recueillir d'autres histoires
Après, donc, avant de commencer vraiment l'écriture de cette étape-là, cette version-là du scénario, j'ai écouté d'autres histoires de familles d'accueil, éducateurs spécialisés. J'ai entendu une histoire qui pouvait être celle qui se rapproche assez de celle du petit garçon du film. Donc j'ai greffé mon histoire à une autre histoire. Ça, c'est déjà une manière de prendre une distance. Et la troisième, la plus peut-être la plus significative, c'est de se dire, OK, j'assume que ça appartienne à un genre, que ça frôle avec l'idée du mélodrame. Donc on va, dans ces cas-là, on va chercher un peu des références de films qui nous rassureraient d'une direction à prendre. Moi, ça a été de The Kid en passant par Kramer contre Kramer et en arrivant sur E.T., parce que E.T., c'est peut-être le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, et je trouve qu'au fond, ça raconte la même histoire, parce que c'est l'histoire d'un enfant placé, E.T. Voilà, en se racontant tout ça, toutes ces couches-là, qu'on finit par trouver cette petite distance avec son histoire personnelle. Et puis la dernière et l'ultime étape de ça, c'est évidemment les questions de mise en scène, mais l'incarnation par des comédiens autres qui sont les personnes de toute façon qui ont vécu cette histoire-là. Donc à partir du moment où il y a eu les enfants sur le film, il y a eu Lies Salem, la rencontre avec Lies a été fondamentale, c'est le premier à être rentré sur le projet. Et puis Mélanie, bah voilà, il y a une autre famille qui commence à exister, qui est plus la sienne, quoi. Voilà. Alors c'est la question d'ailleurs, la question suivante, question de casting. Tout simplement, comment vous choisissez certains acteurs? On peut parler de Mélanie Thierry, par exemple. Comment elle rentre sur ce projet-là? Est-ce que vous avez écrit à un moment donné en pensant à elle ou pas du tout? Vous avez réécrit peut-être tout simplement comment Mélanie Thierry, par exemple, est arrivée sur le projet. Lies Salem, on vient d'en parler. Mélanie, en fait, et comme tous les autres comédiens, sont venus par un simple travail de recherche de casting. Puisque moi, alors contrairement à mon film d'avant, Diane à les épaules, je l'avais écrit pour Clotilde M, l'actrice principale. Je l'avais rencontrée sur un court-métrage. J'avais très envie de continuer à travailler avec elle. C'est d'ailleurs elle qui joue dans mon spectacle que j'ai mis en scène. Mais La Vraie Famille étant un projet qui s'inscrivait comme ça, qui prenait pied dans une histoire personnelle, ça m'était compliqué de me raconter quel comédien allait le jouer tant que le projet n'était pas clos dans son écriture, quoi. Et après, voilà, on se pose des questions. J'ai travaillé avec une directrice de casting, avec laquelle d'ailleurs j'avais commencé à faire ce travail de casting aussi auprès des enfants. Et Mélanie, il y a eu d'autres comédiennes qui ont été envisagées à un moment donné, avec qui même on avait un peu avancé dans le travail. Et puis pour X raisons, ça ne se fait pas. À la fois, moi, je suis pas tout à fait tranquille dans mes choix. On s'entend bien, mais est-ce que c'est le bon personnage? Et puis la personne d'un coup elle est prise sur un autre projet. On se dit bon, bah je saute sur cette occasion pour continuer à me poser des questions. Et dans un second temps, le projet est arrivé à Mélanie, dont je savais que c'était une excellente comédienne. J'avais vu dans des films, j'avais cette curiosité de la rencontrer, mais j'étais pas sûr qu'elle corresponde tout à fait au personnage d'Anna. Mais pour être très honnête, au bout de 3 minutes de discussion avec elle, il y avait le sentiment d'évidence que j'avais pas eu. Et c'était elle, Anna, c'était parce que ce que j'avais pas vu chez Mélanie encore, c'était qu'elle était à la fois cette comédienne très sophistiquée qui a cette maîtrise de jeu, mais aussi qu'elle a une forme de quotidienneté en elle. C'est quelqu'un d'assez simple, assez naturel, assez vrai, assez brut de décoffrage. Et je trouvais que c'était un parfait endroit pour raccorder avec Anna, quoi. Voilà. Alors d'ailleurs, on va parler des enfants. Alors, il y a un petit peu de questions en une, mais comment vous les avez choisis? Pareil, une petite histoire un petit peu autour du casting des enfants. Et puis cette relation justement entre le cast principal, notamment Lies Salem et Mélanie Thierry, et les enfants qui est incroyablement, qui est hyper crédible dans le film, qui est vraiment sincère et touchante. Et comment ont-ils travaillé avec les enfants pour rendre cette sincérité à l'écran? Le casting enfant, comme je disais, j'ai travaillé dans un premier temps avec Christelle Barras, une directrice de casting qui avait aussi pour habitude de travailler travailler sur des films où on a besoin d'enfants. Donc elle a un peu une méthode, une manière de voir les choses. Moi, j'ai beaucoup été avec elle sur les premiers tours de casting, parce que le casting s'est fait en 2 temps. Il y a eu le confinement qui a dû arrêter un peu la dynamique de préparation du film, le premier confinement. Donc, mais j'avais commencé le casting avec elle, et moi, j'avais senti en étant avec elle que les enfants, en tout cas, qui étaient issus de ce qu'on appelle le casting sauvage, c'est-à-dire qui n'avaient jamais travaillé sur des films, qui avaient une forme de naturel à venir, une innocence, c'était ceux avec lesquels je me sentais le plus à l'aise, parce qu'ils n'étaient pas en train d'essayer de fabriquer quelque chose pour plaire au film. Et puis en plus, moi je savais que du coup, ça me mettait dans la position de devoir inventer avec eux la manière dont on allait travailler dans le film. Parce que ce qui était essentiel, c'est d'inventer notre méthode à nous, celle qui nous appartenait à nous pour arriver à. Et donc j'ai ressenti ces choses-là. Et puis après, c'est un casting, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enfant
il vous marque, il vous touche. C'est pas un comédien, donc quand il s'agit de jouer, c'est pas encore ça. Mais on se dit que de toute façon, il faut faire un pari sur quelque chose. Et sur en l'occurrence, sur le cas du petit Gabriel qui joue Simon, il avait une sorte de regard, d'intensité dans le regard. Il avait une écoute parfaite. Il était au premier degré des scènes dès qu'on les jouait en essai. Et puis à force de le revoir, ça s'est confirmé. Basile, qui joue le personnage de Jules, lui, c'est de son énergie. Il a un petit décalage. Il avait une manière à lui d'être que je trouvais qui était importante, qui allait marquer un peu ce personnage-là. Il avait son univers, quoi. Et Idriss, donc, il joue Adrien. Lui, par contre, il avait pareil. Les trois, comme je disais, n'avaient jamais joué. Il avait une facilité d'improvisation, une facilité à faire du vrai pour de faux, comme on se disait entre nous, qui était assez impressionnante déjà en casting. Après, il y a eu plusieurs étapes quand même pour vérifier si ça résistait, les intuitions, en rencontrant d'autres enfants. Et puis, la dernière étape, une sorte de troisième tour, a consisté à vérifier si ces trois-là allaient fonctionner aussi ensemble. Et bon, moi, j'avais tellement envie que ces trois-là fonctionnent ensemble que de toute façon, c'était presque joué d'avance au moment où ils allaient se rencontrer, quoi. Voilà. Et ça s'est fait. Donc ça a été très, très chouette. Et puis après, sur le tournage, on les a vus devenir comédiens, mais emportés aussi par Mélanie et Eliès et Félix Moati, donc qui joue le personnage d'Eddie, qui ont tout donné aussi pour que parce que un tournage, c'est que 4 heures par jour avec les enfants maxi. Ouais. Hein, donc on fait en 4 heures ce que normalement on fait en 8. Et c'est-à-dire qu'on concentre surtout le dispositif et la mise en scène déjà pour attraper ce qu'on peut attraper des enfants. Et les adultes vraiment sont au service de ça aussi. C'est-à-dire tous les adultes, ça y compris les comédiens, quoi. Donc Mélanie, elle donnait son intensité de jeu presque de manière des fois exagérée pour que les enfants ils reçoivent à leur échelle ça. Et puis après, quand il fallait passer la caméra sur elle, elle devait réajuster son jeu pour que ça soit plus juste, dans une sorte de vérité que la caméra encaissait plus. Donc ça, c'était un peu troublant et vertigineux. Et Liès, la grande qualité que Liès a, qui a été aussi un outil de travail important sur le film, c'est sa capacité à créer du présent, du réel auprès des enfants. C'est-à-dire que quand il répare un sabre laser, on a vraiment l'impression qu'il est en train de réparer un sabre laser, et les enfants le croient. Voilà. Il a réussi et les enfants ont eu plaisir à jouer à ça, à se plonger dans ce présent qu'on est en train de réinventer, quoi. Sur un aspect plus, peut-être plus technique, quel est, selon vous, votre degré de précision dans la mise en image du scénario? Est-ce que vous êtes, en exagérant, très storyboard et texte à la lettre, parce qu'en plus vous l'avez écrit, ce film, vous ne vous contentez pas juste de le réaliser, vous l'avez vraiment écrit. Est-ce que vous êtes très storyboard et texte à la lettre, ou est-ce que vous êtes au contraire pour plus de spontanéité, d'improvisation? Voilà, sur quelle échelle à peu près vous vous situez? Il y a les deux. Hein. En fait, il y a les deux en fonction de ce que la scène a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, quand j'écris, je me sens plutôt scénariste. C'est une fois que le scénario est terminé que j'ai l'impression mon sentiment de réalisateur émerge. Donc le principe même de réalisation n'est pas forcément inscrit dans le scénario. C'est après que ça arrive. Et donc dans l'après, quand on commence à se raconter comment on va faire telle ou telle scène, il y a des scènes qui ont besoin d'être assez précises et une précision qu'on tient jusqu'au bout parce qu'on a une idée de mise en scène très forte. Et il y en a d'autres qui tiennent essentiellement à choper quelque chose dans le jeu, dans l'émotion, dans le naturel. Et donc, moi, je pars toujours quand même d'un découpage vraiment bien travaillé, pas storyboardé, mais enfin, je fais quand même pas mal de trucs avec mon téléphone, par exemple. Je cherche des plans comme ça aussi en amont, je fais des petits montages, je rajoute même des musiques et tout, etc. Et après, une fois qu'on est sûr de la manière dont on a envie de le faire, c'est toujours mieux d'être sûr pour pouvoir réinventer, réajuster, bouger les frontières de ce qu'on a décidé, quoi. Donc, il y a des scènes qui correspondent assez à ce qu'on s'était raconté en préparation et en pré-découpage. Et puis, il y en a d'autres qu'on a dû un peu réinventer sur le moment parce que d'un coup, le truc marche pas, parce que d'un coup, les enfants ont amené aussi tellement ce qu'ils étaient eux, que de temps en temps, il fallait pas trop les contraindre. Il fallait par moment, mais de temps en temps, il fallait aussi un peu laisser de la liberté à ça. Et vous pensez le montage, déjà, à ce moment-là, au moment de Alors, c'est peut-être le film où j'ai le plus pensé au montage en le fabriquant, oui. Oui. Enfin, c'était le cas sur un des cours aussi. Et j'avais un peu lâché sur le sens d'orientation, le court-métrage dont vous parliez tout à l'heure. C'était un peu moins. Je découvrais la caméra numérique parce que j'avais fait tout en pellicule avant. Et donc, quitte à ce qu'on aille en numérique, allez-y, on se lâche, on prend le temps que ça donne, justement,
Hein, et ça a un peu réajusté. Et sur celui-là, oui, il y avait des idées de montage. C'est pas tout le montage. Il y a de temps en temps, il y a des intuitions de, ok, il y a des scènes, les scènes les plus découpées, par exemple, comme la scène de la dispute en haut, etc., la circulation des enfants, machin. Ça, c'était très pensé d'un point de vue montage. Voilà. C'est juste, faut retrouver le rythme de ça en montage, en fait. C'est retrouver le rythme juste et réaffiner le montage. Mais des scènes comme celle-là, elles ont besoin, surtout dans des espaces aussi exigus, etc., de bien penser au montage. Ouais. Oui, parce qu'on doit penser placement de la caméra, déplacement de la caméra. La circulation des regards à l'intérieur d'une scène comme ça est tellement importante que là, on ne peut pas l'attraper au hasard. Quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, on parle justement de la caméra. Il y a ces mouvements très nobles, finalement, où la caméra semble suivre un peu le regard des personnages en permanence. Une espèce de mouvement un peu perpétuel dans certaines scènes. Ça m'a rappelé un peu le Song to Song de Terrence Malick, qui ne fait pour le coup que ça. Comment vous travaillez avec votre directeur photo à ce niveau-là? Est-ce que sur le tournage, vous êtes véritablement un metteur en scène, enfin, travaillez beaucoup avec les acteurs, ou est-ce que vous influez beaucoup sur la partie technique, sur les choix de cadrage, etc. Bah là, oui, j'ai fait les deux en fait, mais avec Julien, on s'est beaucoup amusé à chercher justement, quand je dis ce travail de pré-découpage, on l'a fait ensemble, on va sur les lieux, on imagine, on se raconte un peu une chorégraphie possible de la caméra et qu'on va devoir réajuster de toute façon avec les comédiens in situ une fois qu'on se lance dans la scène. Mais il y a les deux. C'est-à-dire que moi, je suis avant qu'on commence la scène avec les comédiens, je suis à peu près tranquille de ce qu'on s'est raconté avec le chef opérateur et la script, et tout, etc., pour que la mise en scène, elle soit toujours en accord avec ce qu'on s'est dit et qu'elle accompagne après le jeu au mieux aussi, tout en gardant l'exigence esthétique du plan qu'on avait cherché, quoi. Je voulais que le film soit teinté de cette espèce de mélancolie, que tout ce qu'ils sont en train de vivre, ils le vivent à la fois là, mais ils l'ont toujours vécu et ils le vivent peut-être potentiellement pour la dernière fois. En tout cas, cette famille, et un des trucs fondamentaux, c'est que nous, les plans, ils durent. Voilà. Et la durée du plan, de toute façon, nous mettez pas un tout petit peu dans ce côté, le passé comme une réminiscence fulgurance qu'il y a dans Tree of Life, quoi. C'est comme si chaque il y avait des bribes du passé un peu décomposées qui nous arrivaient. Et c'est comme si regarder un album photo de souvenirs très vite, comme ça, en s'arrêtant de temps en temps sur une photo, et voilà, en les rebalançant, en regardant, hop, il y a cette photo-là, cette photo-là. Non, nous, c'était un rapport au souvenir un peu plus, voilà, puisqu'il y avait ce rapport au présent qui s'arrêtait un peu plus. J'ai lu autre part que pour un projet futur, peut-être un 3e long métrage, vous travaillez un petit peu sur un genre de teen movie ou de teen movie, et j'ai cru comprendre justement que vous étiez un petit peu débarrassé de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson rapidement, voilà. Et j'avais très envie de le voir parce que effectivement, quand j'ai eu cette idée de prochain film et que j'ai vu celui-là qui est en plus un réalisateur que je peux adorer aussi, par moments qui peut, certains de ses films m'ont crispé, mais enfin la plupart, moi, je les ai plutôt adorés. Et oui, alors là, c'est plutôt pour être sûr que je n'allais pas raconter tout à fait la même chose, que c'était autre chose aussi. Donc, c'est pas le cas. Mais il n'empêche que, en fait, ça a fait un bon effet de voir parce que c'est un shoot d'inspiration quand même. Voilà, c'est un shoot d'envie, c'est un shoot d'envie de cinéma. Donc, ça m'a vraiment plus excité que fait peur le film. Il n'y a pas cette crainte d'être... vous avez peut-être quand vous allez voir des choses d'être trop éponge finalement, de dire ça c'est... mais vaut mieux l'être trop que pas assez peut-être. Donc voilà, on fera le tri après un peu comme pour ce film-là, c'est-à-dire que E.T. était important, Kramer contre Kramer était, etc. À la fin, bon, les gens voient pas forcément les références parce que c'est plutôt quand je dis, on se dit ah oui peut-être pourquoi pas, etc., parce que l'idée c'est pas d'étouffer ou d'écraser. Et peut-être que le film qui sera clairement le plus en référence dans le prochain, vraiment, ça sera complètement inattendu par rapport au sujet. Et là, je pense que je le citerai exprès, mais pour une raison de pure dramaturgie, de récit, c'est Reservoir Dogs. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est probable que mes lycéens, ils essaient de monter Reservoir Dogs en pièce de théâtre. Ah, super. Voilà. Du coup, on va parler peut-être pour terminer, donc je rappelle encore une dernière fois, allez voir La Vraie Famille au cinéma tant que vous pouvez, dépêchez-vous. Je veux dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Ouais. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. C'est grâce aux petites régions, comme vous dites, et aux plus petites salles ou en écran que le film peut durer. Parce que comme ils le prennent pas forcément en sortie nationale, et là, je sais, parce que j'ai eu justement une discussion avec le
l'impact tout à l'heure, que le film va quand même durer parce qu'il y a plein de salles qui vont continuer à le prendre, des petites salles, etc. Donc, normalement, il devrait encore possibilité Encore de se le voir. diffuser un Voilà. peu, mais parlons peut-être de votre projet futur ou même actuel, qui est la mise en scène de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un mot sur Stallone? Ouais. Où, quand et de quoi ça parle? Alors, Stallone, en fait, c'est une pièce qui existe depuis 2019, hein, parce qu'on l'a créée au 104 à Paris dans le cadre du Festival d'automne, et il y a eu une interruption à cause de tout ce qu'on sait. Et elle a pu reprendre une première partie de tournée en mai 2000. On est en combien là? Moi, je suis perdu dans mes... 2022. On est alors, en Mai mai 2021. 2021, elle a repris, le spectacle a repris sa vie. Il a repris 2 mois à Paris. Là, on vient de terminer. La dernière, c'était samedi. Et puis, ça repart en tournée en province. Donc, un peu partout. Là, il faut regarder sur le site du 104. Moi, j'ai pas toutes les dates en tête parce qu'on va de Quimper jusqu'à Cavaillon, en passant par Nantes, etc. Donc, c'est l'histoire de Stallone, donc ça a vraiment à voir avec Sylvester Stallone. C'est la question qu'on se posait, le titre n'est pas mensonger, mais c'est aussi parce que c'est une nouvelle d'Emmanuel Bernheim qui raconte l'histoire de Lise qui va voir Rocky 3 au cinéma et qui se prend un uppercut, quoi, qui se prend un choc. Le film va la réveiller, le film va agir comme une émotion, une espèce de syndrome de Stendhal sur une œuvre populaire où elle se dit, moi aussi, il faut que je retrouve dans ma vie l'œil du tigre, quoi. Ça va pas, je me laisse aller, ça va pas, il faut que elle est secrétaire médicale, elle décide de reprendre ses études de médecine, et en fait, elle va courir après son bonheur, courir après sa vie, et elle d'une certaine manière, elle va y arriver à courir après son bonheur, mais elle est pas tranquille avec ce bonheur qu'elle a, elle pense qu'elle le doit à Sylvester Stallone, et donc elle se fait le serment d'aller voir tous ses films de Rocky 3 et je raconte pas la fin parce que tout ça c'est autant une pièce sur le bonheur, c'est une vie qui dépasse comme ça. Il y a 30 ans de vie qui vont défiler devant vous, mais il y a une finitude à tout ça, une espèce de petit vertige à la fin que je raconte pas. Mais la pièce est assez drôle parce que elle est ponctuée de toute la filmographie de Stallone et de cette histoire donc c'est joué par Clotilde M et Pascal Sangla. Clotilde M, donc l'actrice principale de Diane à les épaules, qui est à la fois la narratrice et le personnage, et Pascal qui incarne toutes les figures qui traversent sa vie et en même temps qui est musicien. Et il y a tout un gros travail musical sur les bandes son des films de Stallone, mais en particulier le riff là, le tung 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 de l'œil du tigre, qui va marcher un peu comme un cœur qui bat, qui va marcher comme une sorte de son sourd qu'on va réentendre et qui va comme ça faire circuler l'émotion de Lise à travers son récit. Donc si on a aimé Fabien Gorjard cinéma, on peut le retrouver partout en France, voilà, enfin un petit peu partout en France, pour Stallone, donc au théâtre encore cette année. Merci beaucoup Fabien d'avoir accordé un petit peu de temps et à bientôt. À très bientôt, merci.